je vous jure que ça fait déjà quelques jours que je me renseigne pour cette vidéo, donc pour cette histoire. C'est compliqué de ne pas devenir fou, vous voyez. À force d'écouter des histoires, de regarder des histoires, de vouloir savoir et tout, on devient limite un peu fou dans la tête, on se méfie de tout ce qu'il peut y avoir autour de nous et tout. Donc comment vous dire que je ne suis pas très bien, en plus mettre une musique un peu comme celle-là, c'est un peu space. On va commencer. Quelle intro de merde, putain, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un certain Jerry Brudeau. Mais avant que je vous parle de lui, je vais vous parler des faits qui se sont passés en 1969. Donc en mai 1969, les policiers ont compris qu'il y avait un pervers meurtrier qui courait encore en liberté du coup parce qu'ils ont fait la découverte de 2 cadavres dans une rivière à Long Tom. Le premier corps du coup il a été découvert par un pêcheur le 10 mai. En fait du coup il pêchait et il a vu un corps flotter mais un corps en décomposition et apparemment le corps était là déjà depuis 2 semaines et c'était le corps d'une jeune femme qui avait été étranglée par un lien en fait autour du cou. Et vu que son corps était totalement en décomposition, du coup la police elle a même pas pu savoir si du coup il y avait eu des traces de viol ou d'autres choses en fait. Du coup le corps il a été analysé par un médecin légiste. Et en fait le médecin légiste il a remarqué que sur le bras de la femme, donc je sais plus l'un ou l'autre, en fait sur le bras de la femme il y avait comme 2 trous, enfin un trou du coup sur chaque bras et autour la peau faisait un cercle brûlé en fait, ça a formé un cercle brûlé autour du trou. Et la victime a fini par être identifiée et cette femme s'appelait Linda Sally. Elle était âgée de 22 ans. Et elle était portée disparue depuis le 23 avril 1969, du coup quelques semaines avant son meurtre. Après ça, il y a des plongeurs qui ont été envoyés pour fouiller toute la rivière, de fond en comble, pour voir s'il n'y avait pas des objets appartenant à cette femme-là. Et 2 jours après la découverte du premier corps, ils ont trouvé un deuxième corps à 15 mètres. Mais cette fois-ci, ce corps-là était dans la rivière déjà depuis 2 mois. Heureusement, ils ont réussi à identifier le corps qui appartenait à une fille qui s'appelait Karen Sprinker. Elle était une étudiante de 19 ans qui était portée disparue depuis le 27 mars. Donc du coup déjà quelques temps avant la première victime. La deuxième victime, elle était totalement habillée. Mais ils ont remarqué que son soutien-gorge avait été remplacé par un autre beaucoup trop grand pour elle du coup. Et quand ils ont du coup pris la victime, ils ont aussi remarqué que du coup ses seins avaient été découpés. Mais vous vous imaginez, genre quel genre de fou déjà tue et en plus de ça découpe des seins. Non mais il faut être totalement starbé en fait. Bref. Du coup la personne qui l'a tué, elle lui a découpé les seins et lui a remplacé par des boules de papier en fait chiffonnées. Alors, le mec normal, il est là. Il va lui couper les seins, lui remplir par des boules de papier. Genre tout va bien, mais franchement, mais. Et les policiers ont aussi remarqué que elle avait été également étranglée avec un lien comme la première victime. Les policiers, ils ont voulu commencer leur enquête à l'université Corvallis. Donc je sais pas où est-ce que ça se situe dans le monde. Ils ont décidé de commencer à enquêter dans cette université parce que c'est là où étudiait la jeune Karen de 19 ans. Elle était en première année de médecine. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à enquêter un peu, donc ça veut dire à parler à toutes les personnes que connaissait Karen. Et ils ont fait une liste de toutes les personnes avec qui elle avait pris contact, avec qui elle avait été en lien pendant les 3 derniers mois avant sa mort. Après ça, les policiers ont remarqué que la disparition de Linda ressemblait énormément à 2 autres disparitions. Donc la première, celle d'une femme qui s'appelait Linda Slauson, qui était elle une vendeuse d'encyclopédie et qui avait disparu le 26 janvier 1968, donc bien avant déjà, ça remonte à il y a un peu plus longtemps. Mais aussi à Jeanne Whitney qui avait 23 ans et qui elle a disparu le 26 novembre au sud de Portland du coup. Ces 4 disparitions, il y a 3 véhicules, donc du coup de 3 victimes, qui ont été retrouvés abandonnés et non verrouillés, c'est-à-dire les portes pouvaient s'ouvrir comme ça. Les enquêteurs ont donc pensé que le tueur était électricien ou mécanicien automobile, parce que du coup il a laissé les victimes avec des fils électriques autour d'elles, et en plus les corps ils ont été laissés avec des pièces de moteur
de voiture. Donc voilà, ça peut laisser une piste. Et après ça, plusieurs étudiantes ont témoigné qu'à l'université, elles recevaient des appels d'un monsieur qui se faisait passer pour un vétéran vietnamien ou même pour un médium et qui demandait à parler à des jeunes filles en les appelant par leur prénom. Et les policiers ont donc réussi à tirer un portrait robot de cet homme qui est corpulent, qui a le visage rempli de taches de rousseur, la trentaine, un début de calvitie, un visage rond et ferme et des petits yeux plissés. Et un jour, il y a une étudiante du coup qui l'a croisé, cet homme, et qui lui a refusé une balade en voiture. Et vous savez, il lui a dit quoi? Il lui a dit, mot pour mot, pense à ces 2 filles dont le corps ont été retrouvés dans la rivière. Moi perso, tu me dis ça, je pars en courant. Après, il lui a dit, comment savoir si je t'aurais pas emmené à la rivière pour t'étrangler? Je crois que je fais une crise cardiaque sur place. Carrément, elle a même pas besoin de me tuer que je meure en fait. C'est horrible. Horrible de dire ça à quelqu'un, mais... Le 25 mai, du coup, la police a été ravie parce qu'une jeune fille les a appelés. Du coup, cette jeune fille a reçu un appel du tueur qui lui a proposé un rendez-vous. La jeune fille a été intelligente parce que du coup, elle a accepté ce rendez-vous-là, mais elle lui a dit, écoute, bah d'accord, mais attends 1 heure le temps que je me prépare, que j'aille à la douche et tout, et après on se rejoint. Elle a été très maligne parce qu'en fait, pendant ce temps-là, elle en a profité, elle a appelé la police. Du coup, les policiers sont arrivés sur place et ils ont arrêté ce fameux Jerry Brudo. Les policiers ont donc fouillé son casier judiciaire et ont remarqué que Jerry Brudo vivait proche de Linda Slawson, donc l'une des victimes, lors de sa disparition. Donc, qui est ce fameux Jerry Brudo? Jerry Brudo est né en 1939 à Webster dans le Dakota du Sud. C'était le 5e d'une fratrie de garçons. Et sa mère voulait absolument des filles. Et vu qu'elle n'en a pas eu, elle s'amusait à habiller Jerry comme une fille, à lui parler comme une fille, à avoir un air hautain envers lui pour le rabaisser un petit peu. Et du coup, forcément, ça a laissé des séquelles à cet enfant en fait, parce qu'il était jeune quand tout ça est arrivé, quand sa mère a commencé à le traiter comme ça. C'est à 5 ans où lui a commencé à avoir une attirance pour tout ce qui était lingerie féminine, chaussures de femme. Il a même essayé de voler les chaussures de son institutrice à l'école. Vous imaginez quand même, ça va loin. Et du coup, à son adolescence, il a eu des rendez-vous psychologie et il a même été interné dans un centre pour fous. Il a carrément assommé et étouffé des femmes uniquement pour leur voler leurs chaussures. Parce qu'il avait une attirance tellement folle pour ça qu'il était prêt à faire du mal aux femmes pour leur piquer. À ses 16 ans, il a menacé une femme avec un couteau. Il l'a obligée à se déshabiller pour pouvoir la prendre en photo en sous-vêtements. Et après ça, il a pris la fuite. Il a également tabassé une autre femme 1 an plus tard, donc sur l'autoroute. Il lui a demandé de se déshabiller pour la prendre en photo. Et à ce moment-là, en fait, il s'est fait reconnaître par un couple qui passait. Donc, il a été arrêté et interné dans un hôpital psychiatrique pendant 9 mois. Mais du coup, à son jugement, ils l'ont diagnostiqué schizophrène. Du coup, pour eux, il était inoffensif. Ça veut dire qu'il ne serait pas capable de tuer quelqu'un, en fait. Ils ne l'ont pas enfermé en prison, ils l'ont relâché. En 1957, du coup, il devient électricien en technologie et est papa de 2 enfants. Et même chez lui, quand sa femme faisait le ménage, il lui demandait de faire le ménage nu, uniquement avec des talons hauts pour qu'il puisse la prendre en photo et les garder pour lui du coup. En 1967, pendant que sa femme accouchait de leur 2e enfant, Brudo s'est introduit chez une femme, l'a violée, l'a étouffée et lui a volé ses chaussures pour après rentrer chez lui. Du coup, après ça, la police était sûre de tenir le coupable. Bien sûr, c'était évident que c'était lui. Du coup, ils ont fait une fouille dans leur garage, une perquisition chez lui, et ils ont trouvé des cordes, un crochet collé au plafond en fait. Et ce qui était marrant, c'est que pour eux, c'est que l'une des cordes était identique à celui retrouvé à la rivière. Il a également travaillé près de l'endroit où la voiture de Jeanne, donc l'une de ses victimes, a été retrouvée. Il a aussi vécu près de l'endroit où Karen avait disparu. Et lors de son arrestation, les policiers se sont rendus compte que Brudo portait des sous-vêtements de femme en dessous de ses propres vêtements. Pendant 4 jours, Brudo a nié tout ce qu'il a pu faire. Il a nié tout. Et à partir du 5e jour, il a commencé à avouer, il a commencé à dire qu'il aimait les sous-vêtements de femme, qu'il aimait les chaussures à talons. Et il a avoué être impliqué dans le meurtre de Linda Slawson, qui était la vendeuse d'encyclopédie, donc l'une de ses victimes. Du coup, le jour de son meurtre, cette femme s'est présentée chez Brudo, qui l'a emmenée dans son garage
qu'il l'a assommée et étranglée. Et c'est sur cette femme qu'il a tenté une expérience qui est juste horrible. Il l'a pendue au plafond, donc au crochet qui était au plafond. Il a planté 2 seringues sur chaque côte de la victime, qu'il a reliées à des fils électriques parce qu'il espérait tout simplement que la victime se mette à danser. Et il a été étonné qu'elle brûle à la place en fait. À la nuit tombée, il en a profité pour prendre le corps dans sa voiture et tout simplement aller la jeter dans le lac, dans la rivière. Mais avant de faire ça, il a découpé un pied de cette victime pour pouvoir lui essayer des talons, voir si ça allait, s'ils étaient bien, s'ils étaient beaux. Le 26 novembre 1968, Jeanne Whitney, donc l'une des autres victimes, est tombée en panne sur l'autoroute. Et comme par hasard, Brudo arrive et lui explique que c'est un mécanicien, mais qu'il a besoin d'aller chercher ses outils chez lui. Du coup, il propose à la jeune femme de venir avec lui, elle accepte, donc ils y vont. Une fois arrivé chez Brudo, la femme reste dans la voiture et Brudo va au garage vérifier que sa femme n'est pas là. Sur le retour, il retourne vers la voiture, il se glisse sur le siège arrière pour étrangler la victime avec un fil métallique. Il a violé cette jeune femme, il a passé 1 heure à l'habiller, la déshabiller, il l'a prise en photo, il l'a suspendue par les poignets à un crochet fixé au plafond. Il n'a pas voulu découper ses seins parce qu'il a dit qu'il n'aimait pas les tétons roses et qu'il préférait les tétons bruns. Donc il n'a pas touché à ses seins. Mais cette victime lui plaisait tellement, d'ailleurs il l'appelait le jouet. Elle lui plaisait tellement qu'il ne voulait pas se débarrasser du corps. Mais malheureusement pour lui, en fait, un jour, un homme a perdu le contrôle de son véhicule et a foncé dans le garage de Brudo. Du coup, en panique, il a dû se débarrasser du corps avant d'appeler la police pour qu'elle vienne témoigner de l'accident qu'il y a eu en fait. Donc il a pris le corps, il l'a mis dans la voiture, pareil, il l'a jeté dans la rivière et après il a appelé la police. Le 27 mars, encore une fois, il a été attiré par une jeune femme qui portait des talons hauts. Il l'a menacée pour qu'elle le suive. Arrivé chez lui, donc il l'a amenée dans son garage comme toutes les victimes. Il l'a violée et lui a autorisé à aller dans la salle de bain. Après ça, il l'a forcée à changer plusieurs fois de sous-vêtements et de chaussures pour pouvoir la prendre en photo. Donc après, il a attaché cette femme par les mains derrière son dos, lui a mis une corde autour du cou, lui a demandé si c'était pas trop serré. La femme, bien évidemment, lui a répondu que si. Et quand elle lui a dit oui, il l'a tirée pour la faire soulever du sol et la regarder mourir en face de lui. Il a dit à la police, tout content, que la femme donnait des coups de pied dans le vide en fait, avant de mourir. Le pire du pire, c'est qu'une fois que cette femme est décédée, Brudo a violé son cadavre et lui a découpé les seins avant de la jeter dans la rivière. Le 23 avril 1969, donc 4 semaines après son dernier crime, Brudo a agressé Linda Sally pendant qu'elle rejoignait son véhicule. Il lui a dit qu'il devait l'emmener au commissariat pour vol à l'étalage, mais on sait très bien qu'il ne l'a pas emmené là-bas, il l'a emmené chez lui, dans son garage. Et cette femme faisait en sorte d'obéir très facilement pour essayer de l'amadouer. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. La femme de Brudo s'est approchée du garage. Bon, pas trop proche, elle était quand même bien loin. Elle s'est approchée du garage, mais malheureusement, elle ne l'a pas vue, Linda. Et elle était tellement terrifiée, en fait, qu'elle n'osait même pas crier ni bouger. Elle restait sur place, ça faisait rien du tout. Brudo lui a mis donc une lanière autour du cou et l'a tuée. Il a aussi indiqué que les derniers mots de la femme étaient « Pourquoi vous me faites ça ?» Brudo a donc expliqué tous ses crimes en détail et avec précision aux policiers. Et pendant qu'il parlait aux policiers, il n'a même pas remarqué le choc qu'il provoquait à tous ces policiers autour de lui pendant qu'il racontait ce qu'il avait fait en fait. Sans peine, sans rancune, sans rien du tout, comme si c'était normal. Dans le grenier de Brudo, du coup, les policiers ont trouvé plusieurs paires de chaussures, plusieurs sous-vêtements de femmes, une boîte avec plein de photos dedans, donc des photos de femmes qui étaient pendues, d'autres qui posaient en sous-vêtements pour le tueur, mais également des photos de Brudo lui-même en sous-vêtements avec des talons hauts. Mais il y a une photo qui a incriminé vraiment Brudo, parce qu'en fait, il avait pris une femme en photo, mais face à un miroir. Et derrière elle, du coup, se trouvait Brudo. Donc en prenant cette femme en photo, il s'est auto-pris en photo aussi. Du coup, ça l'incriminait à 100% pour tout ce qu'il avait pu faire et pour toutes les preuves que les policiers avaient trouvées. C'était la preuve ultime qui prouvait la culpabilité de Bruno. Suite à ça, il a plaidé coupable pour les 4 meurtres
et a eu une peine à perpétuité. Il passera toute sa vie en prison, mais également sa femme, car il y a un témoin qui a affirmé avoir vu lui et sa femme forcer Karen à rentrer chez eux. Donc sa femme a été inculpée pour complicité de meurtre. Durant sa première année en prison, il a été agressé par les autres détenus. Il a eu beaucoup d'accidents. Il y a une fois où les détenus ont pris un seau et l'ont assommé sur la tête. Il n'y a personne qui voulait manger avec lui. Il était vraiment tout seul. Et je comprends même les autres détenus de ne pas vouloir traîner avec un malade pareil. Mais les années d'après se sont améliorées pour lui parce que vu qu'il était doué en électronique, la police l'a laissé gérer la quasi-totalité du système informatique de la prison. Donc c'était assez bénéfique pour lui, je pense. Et les autorités ont laissé Jerry continuer son fantasme, je sais pas comment on peut dire, ils l'ont laissé avoir tous les magazines qu'il voulait sur des chaussures de femmes, sur les sous-vêtements de femmes. Du coup, sa cellule a été remplie de ça. Il n'y avait que ça. Et il passait son temps à lire et à regarder les bouquins quand il n'était pas occupé à autre chose. Jerry Brudeau décède en prison d'un cancer du foie le 28 mars 2006. J'espère que cette histoire est bien expliquée, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse d'autres. N'hésitez pas à me conseiller aussi sur comment m'améliorer en racontant des histoires. Je vous laisse partager ma page, commenter, liker et je vous fais de gros bisous. Dormez bien.